Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Donner à entendre les femmes afghanes, c'est une journée spéciale sur France Culture et je suis particulièrement content, mesdames, d'être avec vous. Nous avons réussi à rassembler dans ce studio 3 femmes et leurs traductrices pour justement permettre de comprendre à la fois la diversité afghane et puis ce que ça signifie concrètement d'être une femme afghane, d'avoir émigré. Je vous présente rapidement Shakiba Daoud, bonjour. Vous êtes militante féministe, présidente de l'association Le Cercle Persan, membre du collectif Le Bruit qui court. Mursal Sayas, bonjour, vous êtes journaliste et écrivaine. On vous doit Qui entendra nos cris? C'est aux éditions de l'Observatoire. C'est un ouvrage qui permet de recueillir le témoignage de 10 femmes afghanes et qui explique quel a été leur quotidien et quelle est aujourd'hui leur vision sur ce pays qu'elles ont quitté. Mursal Sayas Chelanouri, présidente et cofondatrice de l'association afghane de France. Bonjour Chelanouri, si vous pouviez nous dire quel a été votre itinéraire, ce qui vous a permis d'être en France. Vous êtes arrivé dans notre pays à l'âge de 2 ans. Comment les choses se sont-elles déroulées? Qu'est-ce que vous avez vécu depuis? Apparemment, ce n'est pas à l'âge de 2 ans, mais vous allez tout me dire. Non, oui, bonjour à tous. Non, moi j'ai quitté l'Afghanistan à l'âge de 2 ans, sous l'invasion soviétique, où pareil, ce qui se passe à chaque changement de gouvernement dans ces pays-là, c'est que les élites se faisaient enlever et tuer. Donc mon père s'est fait enlever et tuer, on pense, puisqu'on n'a plus de nouvelles depuis plus de 40 ans. Et donc ma mère nous a pris, moi, ma sœur et mes 2 frères, à travers les montagnes pendant une semaine. Nous avons migré vers le Pakistan, où nous avons vécu un peu plus de 4 ans. Donc il faut savoir que le Pakistan, c'est pas nouveau, n'aime pas du tout les Afghans et surtout les femmes. Donc une femme veuve avec 4 enfants, nous avons eu une vie très très difficile. Nous qui sortions d'une famille d'élite où nous avions tout, nous sommes arrivés d'un stade où nous avons vécu dans une pauvreté totale en Afghanistan. Et ma mère a dû surmonter sa dépression et prendre le pas sur la vie et réagir et nous faire avancer dans la vie. Parce que chez Chelanouri, il faut expliquer, on l'a entendu tout à l'heure aux enjeux internationaux, que la plupart des Afghans sont allés en Iran et au Pakistan où ils se sont réfugiés, environ 8 millions, donc dit-on, de réfugiés. Comment êtes-vous arrivé au Pakistan? Comment fait-on lorsqu'on est une femme seule avec 4 enfants pour survivre, pour vivre dans ce pays? Et dans les années 80, c'était assez simple puisque tout le monde partait. C'était la première vague de migration, on va dire, afghane, puisqu'avant cela, nous n'avions pas de problème en Afghanistan. Moi, l'histoire de ma mère, c'est que ça a été une traversée vraiment à travers les chemins sinueux des montagnes afghanes, sous les obus, à maintenir, parce que moi j'avais 2 ans, ma sœur 3 ans, nous étions toutes petites, donc à tenir nous dans ses bras et à traverser les montagnes et personne pour aider ma mère qui à un moment donné a perdu l'un d'entre nous, mon frère aîné. Et ça a été, elle n'aime pas trop parler de cette migration-là parce qu'elle a très très mal vécu. Elle a été obligée de prendre sur elle. Une femme qui, quelque part, n'a pas eu vraiment besoin de nous élever puisqu'on faisait vraiment partie des élites. Et là, du jour au lendemain, elle s'est trouvée vraiment face à cette situation de protéger ses enfants. Il y avait un passeur, il y avait d'autres Afghans avec vous. Comment... Oui, il y avait un passeur, on était beaucoup, beaucoup d'Afghans. Et c'était chacun pour soi, malheureusement. Chacun pour soi. Ma mère raconte que pendant la nuit, elle s'est réveillée et elle avait perdu mon frère. Et dans la nuit, elle hurlait parce qu'elle ne trouvait pas mon frère aîné qui s'appelle Siar. Et au contraire, au lieu que les gens viennent l'aider, elle se faisait bien engueuler, pardon du mot, comme il faut, parce qu'elle était en train de hurler, que les gens avaient peur que les Soviétiques nous retrouvent. Parce qu'on était vraiment dans les chemins où les Soviétiques se trouvaient pour nous. Enfin, ils cherchaient tous les migrants comme nous. Et ma mère a passé au-dessus de tous ces insultes. Elle a fait tout son possible. Elle a retrouvé mon frère. Il était où? Il s'était réveillé. Je ne sais pas ce qui lui était arrivé. Il était parti, il pensait que ma mère était... Il avait suivi une femme. Pensant que c'était ma mère, alors que non, c'était pas ma mère. Et Dieu merci, heureusement qu'elle l'a retrouvée. Oui, on imagine son inquiétude terrible. Je suis maman et je sais même pas comment j'aurais pu réagir dans cette situation-là. Vous êtes passé au Pakistan, vous êtes allé où au Pakistan, puisque c'était un pays que vous ne connaissiez pas du tout. Vous aviez un peu d'argent?
Un petit peu d'argent, oui. Nous sommes arrivés à Peshawar, où nous avons vécu 1 an, je crois. Et ensuite, nous avons vécu à Islamabad, où ma mère a avancé dans la vie. Elle a fait de la couture. C'est comme ça qu'on a réussi à gagner un petit peu notre... Enfin, elle a réussi à subvenir à nos besoins. Mais il est arrivé qu'on mangeait que des piments. On était vraiment dans un état de pauvreté totale, où il arrivait même que mes deux frères aillent vendre des bouteilles de gaz sur leur petit vélo, là. Et ce sont des instants que moi, je n'ai pas souvenir, parce que je pense que mon esprit fait abstraction de cette période-là. Vous habitiez où à Peshawar? Je ne sais pas. Honnêtement, il n'y a pas d'adresse bien précise. Ma mère nous raconte, mais moi, honnêtement, j'ai des bribes de ma vie de cette période-là, où je me souviens que ma mère était très souvent malade, ma sœur était malade. En fait, c'est une période qu'on a envie d'oublier. L'arrivée en France, cela s'est déroulé comment, quand, chez la Nourri? C'était en avril 86. Une première fois, nous avions fait une demande de visa, puisque nous avions un oncle qui habitait ici à Paris. Ils nous avaient envoyé un visa. Et première fois où nous avons voulu prendre l'avion, des communistes étaient arrivés et nous avaient empêchés de monter dans l'avion. Donc, 1 an plus tard, de nouveau, nous avons réussi à avoir un deuxième visa. Et rebelote, les communistes sont arrivés à l'aéroport. Hélas, ma mère ne s'est pas laissée faire. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a donné un énorme coup de poing à un des communistes. Elle nous a dit « courez ». Et on a couru comme des malades dans le hall de l'aéroport pour pouvoir monter dans l'avion, parce que là, c'était vraiment la dernière chance. Les communistes ne voulaient vraiment pas nous laisser passer. Parce que la guerre d'Afghanistan, elle s'est terminée en 1989. Oui. Ensuite, donc, il y a eu un pouvoir communiste à Kaboul. Oui, un pouvoir communiste, je vais vous dire. Moi, peu importe les pouvoirs qui, après le Shah, ont pris le pays, ils n'ont pas su remonter la pente, on va dire. Après l'invasion soviétique, on aurait dû tous devenir une nation et s'unir pour désormais reconstruire ce pays. Malheureusement, on n'a pas su faire cela. Shakiba Daoud, vous aussi, vous êtes un autre exemple d'itinéraire de migrants afghans, parce qu'il faut, je le rappelle pour vous, c'est évident, Shakiba Daoud, que beaucoup d'Afghans sont allés en Iran. Vous en êtes un exemple. Racontez-nous là aussi comment les choses se sont déroulées. Vous êtes né en exil. Bonjour à tous, merci de nous avoir invités ici dans le studio de France Culture. Moi, je me considère le produit d'une alliance entre les ethnies afghanes. En fait, toujours je dis et je rappelle que je suis une personne hybride. Et pourquoi? Parce que en moi, il y a non seulement la culture afghane, il y a aussi la culture iranienne, il y a aussi la culture française. Moi, je suis née et grandie en Iran parce que mes parents sont partis en Iran après l'invasion soviétique. Et vous savez très bien quelle est la politique de la République islamique d'Iran envers les réfugiés, notamment les réfugiés afghans, parce qu'il y a aussi... Non, je pense que beaucoup de camarades auditeurs ne le savent pas. Je pense qu'il faut vraiment que vous nous expliquiez, Shakiba Daoud. Je vous en prie, bien sûr. Alors, la guerre en Afghanistan a déclenché précisément dans les années 1978, où il y a eu une vague de réfugiés qui sont partis soit vers le Pakistan, soit vers l'Iran. La plupart des temps, les chiites sont partis en Iran parce qu'il y avait une religion et une culture et langue en commun avec les Iraniens. Donc, mes parents qui sont originaires de région de Balkh, de la ville de Mazar-e-Sharif, ont décidé de partir s'installer vers la ville de Mashhad, qui était la ville frontalière à Hérat, et où il y a eu beaucoup de réfugiés afghans, qui étaient croyants voilà, à l'époque, qui se sont installés et ils ont subi vraiment beaucoup de violence, beaucoup de discrimination, à la fois de la part du gouvernement iranien et par la suite, à cause de la politique du gouvernement iranien, par la population. Et parce que ce qu'il faut également rappeler, Shakiba Daoud, c'est que l'Afghanistan est un pays multiethnique avec
avec plusieurs groupes principaux. Le principal groupe sont les Pashtuns, mais alors vous êtes en partie Hazara. Les Hazaras, c'est à peu près 10%, je crois, des Afghans. Oui, alors exactement. Moi, mon père, il est d'origine hazara. Ma mère, elle est un mix de Pashtun et turkmène. Et dans la région du nord de l'Afghanistan, en fait, à une époque, en tout cas, d'après ce que ma mère me raconte, la question de l'ethnie, de l'appartenance ethnique, en tout cas, n'était absolument pas important, et les différentes ethnies se mariaient entre il y a des mariages entre chiites et sunnites, mais aujourd'hui c'est devenu de plus en plus dur. Ça veut dire qu'on a affaire à un éclatement des communautés. Si vous deviez expliquer à un auditeur français quelle est la différence entre à la fois donc, les grandes ethnies, les Pashtuns, les Hazaras, et alors les plus petites communautés, les Turkmènes sont des turcophones, donc des toutes petites communautés comme les Baloutches qui sont en Afghanistan. Alors, moi, je pense que l'ethnie Pashtun est l'ethnie majoritaire parce que dans l'histoire du pays, on a vécu plusieurs, je les appelle génocides, parce qu'il y a eu plusieurs génocides depuis l'époque de Amir Abdurrahman Khan, qui a commencé par le génocide de 70% des Hazaras à l'époque, ou 60% des Hazaras à l'époque de son règne. Leur langue, c'est la langue Pashtun. Et puis, ils ont un code qui s'appelle Pashtunwali. Et selon ces 10 codes de Pashtunwali, en fait, toutes les familles Pashtun éduquent leurs enfants. Et leur différence avec les autres ethnies comme Tadjik et Hazara, c'est surtout la langue et l'application de la religion au sein de la famille. Et alors, ce qu'on ne comprend pas chez la Nouri, vous nous avez raconté la manière dont cela a été difficile pour votre maman de se retrouver au Pakistan, alors même qu'il y a beaucoup de Pashtuns. Donc on aurait pu imaginer que les frontières soient artificielles, que les Pashtuns soient bien accueillis au Pakistan. Moi, je suis de l'ethnie tadjik, mais oui, je suis, comme elle a si bien dit chez Kebajan, je suis aussi une hybride, on va dire. Je suis également de l'ethnie Pashtun. Parce que les Tadjiks, c'est à peu près le quart. Le quart, et je pense que nous sommes le plus aptes à fédérer toutes les ethnies. Et en fait, moi et chez Kebajan, nous sommes un exemple qu'entre différentes ethnies, on peut très très bien s'entendre. Et je pense que le problème ne vient vraiment pas des femmes, mais ce sont les hommes. Parce que regardez, je suis Tadjik, elle est Hazara, et nous avons un profond respect l'une pour l'autre. Et les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Les hommes, ils s'entretuent. Il faut être clair et net. Les hommes ont cet ego surdimensionné de vouloir se dire surtout les Pashtuns, puisque pour eux, l'Afghanistan égale le Pashtunistan. On est bien d'accord. Ils n'ont pas compris que nous sommes tous afghans. Il n'y a pas d'ethnie pour nous. Mürsel Sayas, vous, comment vous situez-vous par rapport à ces différentes questions? Quel a été votre destin? Vous venez de publier un livre, Qui entendra nos cris? First of all, I want to thank you all and your colleagues for today. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier tous et vos collègues de nous avoir invités et de nous donner l'occasion de parler des femmes afghanes aujourd'hui, parce que c'est une voix qui doit être entendue. Thank you so much for this. Donc merci beaucoup pour cela. Moi, j'ai quitté l'Afghanistan en 2021, au moment où les talibans sont revenus au pouvoir. Et aujourd'hui, avec Sheila et Shakiba, je les écoute et je me dis, ça fait quand même 40 ans qu'on subit une migration forcée. Breaking our heart and we wish it was finished. Vraiment, ça nous brise le cœur et on a tellement envie que ça se termine. But still, it's the same in the country and everyone wants to leave. C'est toujours la même chose dans le pays et tout le monde a envie de quitter ce pays. The book you have in your hand and you have read it. Le livre que vous avez entre vos mains, que vous avez lu, c'est un témoignage des femmes, mais avant que les talibans arrivent. Vous avez fui l'Afghanistan, comme vous l'avez expliqué, vous avez été victime d'un mariage arrangé. Comment les choses se sont-elles déroulées, Mürsel Sayas?
Well, I think it's not about being a victim. It's not about me to being a victim C'est of pas tellement forced marriage. le problème, c'est pas arranged moi marriage. victime It's d'un about mariage the forcé, etc. misogynist culture that is still in Afghanistan and C'est also surtout so many other countries in le the fait que region. cette So this is culture not existe only about encore me, en this is about the Afghanistan, women problem, dans this is certains about the pays women du violence and Moyen-Orient. gender-based C'est pas violence. tellement la femme ou le mariage forcé. Le problème, Unfortunately, which is so normal c'est in cette Afghanistan, discrimination and, du genre qui this is continue à another exister, point that qui se put more renforce, pressure on women in et Afghanistan on and met the de plus en plus de family, pression sur les femmes in the families dans and notre in pays. the society. If C'est we vraiment don't la talk place only de la about the femme government dans la pressures on société, women. dans les familles, qui est méprisée. On ne parle même pas, ne parlons même pas de la pression du gouvernement. On va continuer d'en parler, Mürsal Sayas. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Qui entendra nos cris ?» C'est aux éditions de l'Observatoire. Vous êtes traduite ici même par Florence Roucouconan. Je salue Shakiba Daoud, militante féministe, présidente de l'association Le Cercle Persan, et Sheila Nouri, présidente et cofondatrice de l'association Afghane de France. 8 heures sur France Culture. Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et nous sommes en compagnie de 3 femmes qui représentent chacune un aspect différent de l'émigration afghane en France. Shakiba Daoud, vous êtes née en exil de parents réfugiés en Iran. Sheila Nouri, vous êtes arrivée en France après un périple au Pakistan. Mürsal Sayas, vous avez fui l'Afghanistan le 17 août 2021 et vous publiez « Qui entendra nos cris ?» 10 témoignages des femmes d'Afghanistan aux éditions de l'Observatoire. J'aimerais vous faire entendre des femmes afghanes qui parlent de la burqa. En 2022, Mathilde Webel et Sarah Herman ont passé plusieurs semaines avec des femmes pachtoun qui vivent en vase clos dans la banlieue de Kaboul, enfermées dans un intérieur qui les isole et les protège à la fois. Elles parlent de burqa et du rapport des talibans aux femmes. On les écoute. Au début, quand les talibans sont arrivés, toutes les femmes sortaient en burqa. Et petit à petit, le prix des burqas a tellement augmenté qu'on n'en trouvait plus. Petit à petit, tout le monde a remis les hijabs, qui sont plus légers. Au tout début, quand ils nous voyaient en hijab, les talibans nous disaient « La prochaine fois, ne sors pas comme ça, pas en hijab ». Maintenant, ils ne nous disent plus rien. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont dû trouver quelque chose d'autre à faire. Maintenant, ils doivent gérer tout Kaboul, pas juste les femmes. Avant, ils n'avaient rien d'autre à faire. Ils étaient obsédés par les femmes. Au début, les gens faisaient des blagues. Ils disaient que depuis que les talibans étaient là, ils passaient leur temps à décrire comment les femmes étaient habillées. Partout où on allait, les talibans disaient « Regarde les femmes, regarde comment elles se promènent ». Un extrait du reportage d'expérience dans une maison afghane à Kaboul. Un commentaire chez la Nouri. La burqa ne vient pas de la culture afghane. Ça vient de la culture arabe. Donc déjà, oui, importer une culture qui ne nous appartient pas, c'est inadmissible. Et pourquoi avoir peur? Ce n'est pas aux femmes d'avoir peur, c'est aux hommes. Ils ont un problème psychiatrique, puisque ce n'est même pas psychologique. C'est faire peur aux femmes de dire, voilà, cachez-vous. Pourquoi? Ça, c'est une question qu'il faudrait poser aux hommes. Pourquoi? Shakiba Daoud, qu'en pensez-vous? Alors, moi, je pense que il y a eu beaucoup de régimes politiques qui ont passé par l'Afghanistan et à chaque fois, ils ont modelé la société afghane selon leur vision. Et la femme afghane a dû se soumettre à ces visions, à ces idéologies. La burqa était un objet qui a été créé pendant les guerres civiles. Enfin, même avant ça, moi j'ai lu des textes historiques qui disent qu'en fait c'est même une création anglaise qui était partie en Inde et puis ramenée en Afghanistan. C'était vraiment plusieurs décennies avant l'Afghanistan aujourd'hui. Et puis, on arrive à voir aussi que pendant le régime de démocratie, la République, il y avait aussi d'autres importations
de vêtements soit occidentaux, soit des vêtements de pays limitrophes comme l'Iran qui étaient employés en Afghanistan. À un moment donné, je me souviens que la République islamique d'Iran a envoyé plusieurs camions remplis de tchadors noirs qui est en fait emblème de hijab islamique en Iran, dans la province de Bamiyan, pour les distribuer parmi les chiites. Donc, ça veut dire que chaque pays, chaque relation internationale ou avec les pays différents nous a apporté une sorte d'invasion culturelle. Mursal Sayaz, vous-même, est-ce que vous avez porté le hijab, puisque vous êtes celle qui a quitté l'Afghanistan la dernière en 2021? Yes, not in Kabul because I was born in the democracy. Moi, je suis née sous la démocratie, donc au début, non, mais j'ai quand même grandi dans un pays démocratique, donc je ne portais pas tout le temps le hijab. Mais quand j'enseignais et que je parlais des droits humains dans le pays, là, il fallait que mon corps soit entièrement couvert, donc je portais le hijab. Et bien sûr, c'est vrai, mes compatriotes le disent, ça ne fait absolument pas partie de notre culture et il faut le remettre en question. On essaye d'ignorer ça, on nous met dans des cages, on ne connaît pas on ne sait pas qui on est, personne ne le sait. Quel était votre sentiment quand vous deviez porter une burqa? C'est mettre un oiseau dans une cage, demandez-lui comment il va se sentir. Ça nous enlève toute liberté. Porter, ça ne prend pas en compte mon choix. Comment est-ce que moi je veux sortir dans la rue? Comment est-ce que je veux me présenter? Si moi je veux porter un foulard, je porte un foulard, mais là ce n'était... Et quand je le faisais, et quand je portais le hijab, à la limite c'était mon choix. Mais là non, la burqa ça enlève ma liberté, mon identité. Je n'ai plus de corps, ce qui veut dire que je n'ai même plus le droit de disposer de mon choix par rapport à mon corps. Dans la galerie de portraits que vous faites, Mursal Sayaz, dans votre livre Qui entendra nos cris, donc ces témoignages de femmes afghanes, c'est un livre publié aux éditions de l'Observatoire, ce sont des destins qui sont pratiquement tous des destins terribles. Alors je pourrais citer Soubol qui a été mariée à l'âge de 11 ans, Argawan qui a été prostituée par son mari, Tahira qui est réduite en esclavage par sa belle famille, Ramza qui est battue et rejetée après que son mari découvre qu'elle ne saigne pas lors de leur nuit de noces. Ces femmes, est-ce qu'elles représentent, hélas, la situation des femmes afghanes? Well, you just read the text, but I saw... Oui, vous venez de le décrire en lisant un résumé, mais moi j'ai vu leurs cicatrices, je les ai vues, j'ai travaillé avec elles. Évidemment, il n'y a que 10 femmes, mais moi j'en ai reçu plus de 3000 dans mon bureau, qui crient leur désespoir et leur douleur. Donc, quelquefois, il y en a certaines qui parviennent à partir, à s'échapper, soit à divorcer, à être accueillies dans des abris, mais elles portent des traces. Imaginez les femmes, il n'y a pas de cour, il n'y a pas de justice, les femmes vivent dans l'ombre, elles n'existent plus, il faut toujours qu'elles soient à l'arrière. C'est vraiment l'ombre, voilà, c'est une ombre, même pas chinoise, c'est une ombre. Il n'y a pas d'opinion, il n'y a rien du tout. Et bien sûr, ça s'appelle l'apartheid du genre. C'est la manière de le définir. Non, j'imagine pas du tout. C'est justement ça. On a des difficultés à imaginer la situation que vous décrivez. Et puis même au-delà, et je ne comprends pas comment les talibans, aussi talibans soient-ils, imaginent-ils faire un pays, parce qu'on n'a pas parlé de la pauvreté en Afghanistan, on n'a pas parlé des difficultés terribles de ce pays, mais je ne vois pas comment ils imaginent construire un pays sans les femmes. This is how they can continue.
if they let the women to be there, they Mais can't. oui, enfin, évidemment, si les femmes restaient à leur place, ils ne pourraient pas. C'est le totalitarisme taliban. Ça ne peut même pas fonctionner avec les femmes, puisque c'est leur principe. Le peuple, les droits des hommes, des femmes, c'est de toute façon un dénigrement des deux. Le problème, c'est que les femmes sont éduquées, elles sont financièrement souvent indépendantes. Ils ne peuvent pas gouverner un pays avec des femmes comme ça. Les premiers qui ont protesté contre les talibans sont quand même des femmes. Donc, même s'ils font face... je ne crois pas que les talibans s'attaquent à la pauvreté. Ils sont dans des campagnes qui les ont soutenus, enfin les habitants des campagnes, mais ce sont les femmes vraiment qui ont commencé à souffrir le plus et le plus rapidement des talibans. Justement, j'aimerais vous faire entendre un poème, le poème Afghane. C'est un extrait du recueil Fleurs rouges sombres de Nadia Anjuman. C'est un recueil qui est paru en 2005. Nadia Anjuman a été assassinée un an plus tard en Afghanistan par son mari. شعری از نادیا انجمن عبس نیست شوقی که زبان باز کنم از چه بخوانم من که منفور زمانم چه بخوانم چه نخوانم Aucun élan, aucun désir. Que pourrais-je bien dire? Que je chante ou ne chante pas, qu'importe. Moi rejeté du monde, nié. Personne au monde pour me consoler. À qui me confier? Que je pleure, que je ris, que je meure, que je reste. Me voilà au creux de cette prison. Espoir envolé, désir non exaucé. Je suis née en vain, c'est vrai, et ma bouche doit rester scellée. گرچه دیریست خموشم نرود نغمه ز یادم زان که هر لحظه به نجوا سخن از دل برهانم Je ne suis pas le faible saule qui tremble à tous les vents. Je suis afghane. Il est donc légitime que sans cesse je parle en cri. Un extrait du poème Afghane, un extrait de ce poème de Nadia Anjuman, paru dans le recueil Fleurs rouges sombres. C'était votre voix qu'on entendait, Shakiba Daoud. Oui, tout à fait. J'ai été invitée par la France Culture de réciter ce poème qui est très très touchant, repris par beaucoup de chanteuses afghanes et qui porte vraiment le message de femmes afghanes. À la fois, je pense qu'on entend le cri, la douleur profonde de femmes afghanes par ces lamentations. Et après, on invite, il y a aussi un appel à venir, à donner de la voix, de l'attention au combat des femmes afghanes. Parce que, en fait, cette demande, cet appel, cette cri, ça date pas d'aujourd'hui, ça date même de la première période des talibans et même avant, parce que la société afghane est une société très traditionnelle. Donc, je sais que dès 1996, quand les talibans sont arrivés, les femmes afghanes, grâce à leurs alliés internationaux, ont fait un appel pour reconnaître l'apartheid de genre. Et j'aimerais vous dire qu'est-ce que ça signifie l'apartheid de genre. Alors, qu'est-ce que l'apartheid de genre? L'apartheid de genre se produit lorsqu'un système de gouvernement est délibérément conçu pour opprimer, discriminer et soumettre de manière systématique un groupe ou des groupes de genre spécifiques permettant au groupe dominant de maintenir sa domination et de bénéficier de leur assujettissement
l'assujettissement. Cela inclut des lois, des règlements, des politiques et des pratiques ainsi que des méthodes d'application qui cherchent à institutionnaliser un système de domination basé sur le genre. Dans des contextes comme l'Afghanistan et l'Iran, la nature systématique et institutionnalisée de cette oppression est conçue pour maintenir la domination des hommes et de l'État sur les femmes. Sheila Nouri, lorsqu'on entend Shakiba Daoud évoquer cet apartheid de genre, selon ses mots, votre mère, vous nous avez raconté, et il y a quelques minutes, comment votre mère vous avait permis à vous et à vos 3 frères et sœurs d'aller au Pakistan, vous réfugier à Peshawar. Elle était lettrée, votre maman. Comment racontait-elle la vie des femmes afghanes, je ne sais pas, dans les années 70 par exemple? Ma mère, oui, c'était une femme lettrée. Elle était l'équivalent, enfin, elle était procureure de Kaboul. Donc oui, mon père était l'équivalent du préfet de Kaboul. Donc oui, je viens d'une famille de lettrés. Et les seuls mots qu'elle nous dit, c'est moi, à mon époque, elle disait, je sortais, j'allais dans les concerts avec mon frère. On devait aller même à la montagne en vacances. Et elle disait la période, le peu de temps où elle a été avec mon père, puisqu'elle a vécu avec mon père 8 ans avant qu'il ne disparaisse, c'était mon père, puisqu'en temps, elle a vu son poste, lui-même, c'est ce qu'elle disait, c'était il y avait importation des tenues occidentales. Et donc mon père lui a amené des tenues européennes. Donc elle avait cette chance d'avoir un homme lettré qui l'a laissé vivre. Et au contraire, c'est lui qui l'a poussée à être coquette, on va dire, qui lui a acheté les parfums. Et cette période-là, on a l'impression que c'est une utopie. Ça a bien existé en Afghanistan. Mais alors, c'était le cas donc des femmes lettrées et non des femmes qui vivaient dans les campagnes. Comment ça se déroulait chez la Nouri? Maman ne parle pas trop de ce qui se passait en dehors, mais tout ce qu'elle me disait, c'est tout ce qu'elle m'a dit toujours, c'est que tout le monde habitait en harmonie. Il n'y avait pas d'obligation. C'est vrai que l'Afghanistan est un pays de patriarcat, multiculturel, mais c'est très patriarcal. C'est vrai que la femme est toujours inférieure à l'homme, malheureusement, et c'est ça qu'il faudrait changer. Pour moi, le salut de l'Afghanistan, je dis oui, ne proviendra que des femmes, mais malheureusement, j'ai envie de dire non. Tant que cette société patriarcale ne se réveillera pas, ne s'ouvrira pas au monde, la femme, finalement, ne sera jamais vraiment libérée dans ces pays-là. Mais justement, parce que je vais vous poser la question chez la Nouri, j'ai posé à Mürsal Sayas, comment peut-on imaginer construire une société, j'allais dire, sans les femmes, mais c'est presque contre les femmes? Comment construire? Je ne sais pas. Ils ont réussi à le faire. Les talibans ont réussi à construire un pays sans les femmes. Vous voyez, au bout de 3 ans, comment ils ont réussi à créer ce pays sans les femmes, à faire disparaître complètement la femme de l'espace public? C'est grâce au silence du monde entier, pas que de l'Occident, du monde entier, je dis bien. Alors justement, l'une des questions, c'est pourquoi les intellectuels musulmans n'ont pas réagi. On écoute Shoukia Haidar, responsable de l'ONG Negar, qui organise des classes clandestines pour les petites Afghanes. Du côté des intellectuels musulmans, je n'ai rien entendu. Ou des petites paroles. Mais enfin, est-ce que cette religion, vraiment, elle a des têtes pensantes? Mais qu'est-ce qu'elle devient? Mais pourquoi? Au nom de l'islam, aujourd'hui, au nom de l'islam, le pire d'armée de punition dans le monde est en marche. Les populations au nom de l'islam, elles sont traînées dans le boue, dans la mendicité. Aujourd'hui, que ce soit la Syrie, que ce soit l'Irak, que ce soit l'Afghanistan, mais on ne voit que des mendiants, des situations de pire. L'islam égale la barbarie. Est-ce que c'est vraiment l'islam et barbarie? Moi, j'ai mal compris. Mes parents m'ont mal expliqué l'islam. Ou Maulana et Saadi, en fait, ils étaient trompés, ils nous ont raconté des histoires. Où sont les intellectuels? Existent ou non? La voix de Shoukia Haidar, responsable de l'ONG Negar. Un commentaire, Mürsal Sayas. Well, I think why we talk about the Islamic countries.
On parle de pays islamiques et donc parlons de l'Iran. Regardez les femmes. Parlons du Pakistan, regardez les femmes. L'Arabie saoudite, pareil. Ou le Qatar. Ils soutiennent d'une certaine manière les talibans. Ils les soutiennent financièrement. Enfin, tous les pays autour sont là pour eux. On a quand même un bureau des talibans et une représentation à Doha. Donc, il faudrait attendre quelque chose de la part de tous les pays du monde. Pourquoi est-ce que vous parlez que des pays finalement voisins ou qui ont l'islam comme religion principale? On peut aussi parler de la religion en Afghanistan. Évidemment, la plupart sont des musulmans. Donc c'est pour ça qu'on fait ce rapprochement. Mais il ne faut rien attendre de tous ces pays. Il faut peut-être attendre de tous les pays du monde. En tout cas, les questionner et les provoquer. Ce n'est pas un problème juste de l'islam. Je pense que c'est un problème d'abord de discrimination des femmes. C'est un manquement aux droits humains, à l'égalité. Et puis, vous savez, dans les autres pays autour, les femmes ne vivent pas dans un paradis. Elles sont aussi opprimées. Donc, oui, il y a un lien, mais pas que. Chekiba Daoud. Alors, moi, je pense qu'il y a une question de rapport de pouvoir et de l'économie. Pourquoi dans une société patriarcale comme l'Afghanistan, les talibans réussissent? Ça, c'est la question qu'on se pose. Où sont les hommes? Pourquoi les hommes ne sont pas venus soutenir les femmes afghanes? Parce que, est-ce que c'est dans leur intérêt de partager l'économie et le pouvoir? Non. Parce que traditionnellement, ils ont été éduqués de cette façon à ce qu'ils deviennent, en fait, qu'ils se préparent depuis le jeune âge pour devenir le responsable de la famille, le responsable de foyer, celui qui ramène l'argent et le pain. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes afghans qui se justifient, qui disent si on aille faire manifester aux côtés des femmes, on va être emprisonné et qui va nourrir la famille? Donc ça, c'est leur justification jusqu'à maintenant. Et après, est-ce qu'eux-mêmes sont d'accord avec cette application de la loi taliban? Est-ce qu'eux-mêmes n'ont pas des idéologies talibaniques? Moi, je l'appelle ça talibanisme, c'est-à-dire que dans la tête de tout homme afghan, il y a cette envie de domination qui se traduit par le talibanisme. Mursal Sayas, un mot de conclusion. Ajouter quelque chose. Il n'y a pas que les femmes qui luttent contre les talibans. Bien sûr, on apprécie beaucoup le fait qu'elles se soient levées contre ce régime de l'apartheid des genres. Mais il y a d'autres groupes aussi qui luttent contre les talibans. On a vu d'ailleurs au début toute la population se soulever. Mais la communauté internationale pense, par exemple, que l'action militaire n'est pas possible, n'est pas acceptable. On ne peut pas ignorer qu'il y a des minorités qui sont contre les talibans. Il n'y a pas que les femmes, on ne peut pas les ignorer. Ils essayent de résister, mais il faut aussi les mentionner. On ne peut pas les ignorer parce qu'ils sont là, ces groupes. Et c'est vrai que si on n'en parle pas, alors on ne les verra pas non plus. Le mot de la fin chez Lanouri. On va revenir juste vite fait sur l'apartheid de genre, la résolution de l'Union européenne qui reconnaît désormais officiellement l'apartheid de genre que connaissent les femmes afghanes. J'ai juste un mot à dire, c'est attention au double langage. Reconnaître l'apartheid de genre, c'est très bien, mais il faut savoir que à part la France, tous les autres pays européens s'apprêtent à reconnaître ce gouvernement. Donc, attention vraiment à ce double langage. Est-ce que c'est ça, finalement, chez Lanouri, qui vous paraît important sur le plan politique, d'ores et déjà ne pas donner de légitimité aux talibans? Malheureusement, tout le monde est prêt à donner cette légitimité, tout en reconnaissant l'apartheid de genre. C'est totalement contradictoire, je trouve. Oui.
Alors, Shakiba Daoud. Merci beaucoup. Alors moi, je voudrais vous parler de la codification de l'apartheid de genre en tant que crime international qui pourrait ouvrir des voies pour des affaires de compétences universelles. La compétence universelle, qu'est-ce que c'est? La compétence universelle est un principe de droit international qui permet aux États de revendiquer leur juridiction pénale. Nous, les femmes afghanes qui sont en France, en tout cas, on appelle les féministes, les organisations des droits humains, de venir vraiment nous soutenir et se mettre à côté de nous. L'appel est lancé. Merci beaucoup, Shakiba Daoud, Mursal Sayas et Sheila Nouri, qui entendra nos cris. Ce livre publié aux éditions de l'Observatoire.